Alors, bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien réveillés parce qu'on va partir en voyage avec un petit chat noir. Donc nous sommes ici pour revenir sur le succès assez incroyable, on peut le dire, de Flo, et évoquer avec un an de recul, puisqu'il est sorti le 30 octobre, en France en tout cas, le parcours du film et en quoi il pourrait ouvrir la voie à de nouvelles propositions dans le cinéma d'animation d'auteur. Donc Ron Diens, faut-il te présenter ? Je ne sais pas. Tu as fondé en 1999 Sacre Bleu Productions. Plus de 100 courts-métrages au compteur, dont des résidents, des anciens résidents de Fontevraud. Agnès Patron, qui a réalisé L'Heure de l'ours, Céline Deveau, qui a réalisé Le Repas dominical, 8 longs métrages, et un palmarès à faire pâlir d'envie un nabab hollywoodien. 4 Césars, 6 prix à Annecy, dont 2 Cristal du Cours, 2 Ours à Berlin, 1 prix Orizzonti à Venise, 1 Palme d'Or du Cours pour Chienne d'Histoire de Serge Avedikian, et le triplé historique pour Flo, César, Golden Globe et Oscar. J'en passais des meilleurs, puisqu'il a eu plus de 50 prix, je crois. 4 prix à Annecy, dont les prix du public et du jury. Plus de 700 000 entrées en France, et en plus 2 millions au Mexique. Ça, je ne m'explique toujours pas, mais c'est extraordinaire. En Lettonie, qui a été prise d'une Flomania, 300 000 spectateurs, soit 1 habitant sur 6. Voilà. Le film a battu des records de fréquentation et a renvoyé James Cameron à ses schtroumpfs bleus. Faut-il présenter Flo ? Eh bien, écoutez, je crois qu'on va regarder la bande-annonce qui parle d'elle-même. Ah oui, ça envoie du pâté pour chat, là, c'est vraiment impressionnant. Petit frisson, franchement. Qui a vu Flo dans la salle ? Waouh ! Ah ouais, ok. Très bien. Donc je ne présente pas Flo. Si, je présente Flo. Flo, c'est Noé, rhabillé en chat noir, un chat confronté à la montée rapide des eaux dans un monde déserté par les hommes et qui essaye de sauver sa peau en compagnie de 3 ou 4 animaux sur une embarcation de fortune. Alors, première question, Ron. Est-ce qu'il faut un chat noir dans un film d'animation pour avoir une telle baraka ?
Bonjour. Alors déjà, je voudrais remercier la Nef de m'avoir invité, et puis Blink Blanc aussi, qui a été un des premiers supporters du film. Donc voilà, c'est un des premiers papiers écrits. Voilà, donc je suis très content d'être parmi vous. Alors pour l'anecdote, donc Flo avait commencé son succès et puis un jour Gins a laissé un mot sur les réseaux sociaux. Il a dit en fait, je voudrais juste préciser une chose, le chat n'est pas noir, il est gris foncé. Ah, d'accord. Et il s'est fait allumer parce que tout le monde projetait tellement de choses sur le chat noir qu'en fait il s'est vraiment fait allumer. Mais surtout ce qui est drôle, c'est que depuis Flo, en fait, il y a beaucoup d'animaux, de chats noirs qui ont été adoptés et qui se sont fait appeler Flo d'ailleurs. C'est l'anti-dent de la mer en fait. Voilà, exactement. Mais de toute façon ce film c'est un anti. C'est un anti-succès, normalement. Je veux dire, un film sans dialogue, avec des chats, des animaux non anthropomorphisés, de Lettonie. Enfin bon, c'était totalement improbable, quoi. Ouais. Voilà. Alors, plus sérieusement, est-ce que le genre animalier a une portée universelle qui est l'un des ingrédients pour s'adresser à tous ? On sait que depuis le début de l'animation, il y a des films d'animation avec des animaux qui sont anthropomorphisés, donc il y a toujours cette reconnaissance pour signifier des choses. Déjà, l'animation permet, je dirais, de représenter davantage que le réel, et c'est la force de l'animation. Hein. Et pareil, de faire appel aux souvenirs quand on n'a pas d'image d'archives, de mémoire, etc. On utilise l'animation notamment dans les documentaires, mais spécifiquement, alors je n'ai pas fait d'études évidemment sur la question de la représentation des animaux, mais c'est clair qu'en animation, on peut très facilement faire parler des animaux. Donc il y a un lien de proximité pour faire passer des messages aussi en fonction de l'imaginaire de l'animal qui est traité, quoi. D'accord. Alors on va revenir un peu sur le parcours du film, je l'ai dit assez extraordinaire. Alors il commence son parcours à Cannes, où il a fait sa première mondiale, il était dans la section Un certain regard. Est-ce que ça a été déterminant dans le parcours ? Souvent on dit que Cannes est une caisse de résonance mondiale sans équivalent quasiment, notamment pour les ventes internationales. Est-ce que ça a été déterminant dans ce parcours ou est-ce que c'est d'autres étapes qui l'ont été ? Non, c'est déterminant évidemment parce que il y a un énorme marché du film à Cannes. Et alors, je raconterai plein de petites anecdotes peut-être en passant, donc je vais vous en raconter déjà une. En fait, donc le film a été sélectionné à Cannes à Un certain regard. Et en fait, au marché du film, enfin à Cannes, il y a un marché du film très mondial, là où les acheteurs achètent les films, les vendeurs les projettent dans des petites salles, etc. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les acheteurs connaissent évidemment leur territoire. Donc, très vite, ils se font un avis sur les films qu'ils voient. Et il est très commun, en fait, que les acheteurs, dans ces petites salles, pendant la projection, se lèvent, sortent au bout de 10 minutes, 15 minutes. Donc, c'est très dur pour les réalisateurs. On déconseille d'ailleurs aux réalisateurs d'assister à ce genre de projection. Mais là, en fait, il y a un bruit qui a circulé avant la projection officielle, comme quoi les acheteurs restaient jusqu'au bout du film et certains ont même applaudi. Donc c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui n'arrive quasiment jamais. Donc en fait, avant la première projection officielle, il y a eu une rumeur, un murmure qui s'est développé. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'est de l'animation à Cannes. On sait que Cannes essaye de changer un peu qu'un mais c'est vrai que l'animation, ça n'a jamais été vraiment la tasse de thé de Cannes. D'ailleurs, il n'y a aucun film d'animation n'a eu la Palme d'Or en long métrage. Il y a eu 2 documentaires, je crois, mais il n'y a pas eu d'animation. Donc ça montre bien un peu cette distance, ce dédain, on va dire, de la part de Cannes. Donc le fait d'être un peu intronisé dans cette antre maudite nous a évidemment beaucoup aidé pour le faire connaître au-delà d'un public de connaisseurs comme nous sommes, quoi. Et donc il s'est bien vendu à Cannes, il a été... Alors pour être très honnête, à ce moment-là, il s'est pas aussi bien vendu que ce que je pouvais imaginer, parce que moi j'ai très très vite ressenti des choses tellement dingues sur ce film pendant la fabrication que j'ai projeté beaucoup dans ce film et je suis content parce que c'est arrivé, hein. Il y a eu le bouche à oreille, etc.
C'était quoi la question? Non, mais est-ce que les ventes Oui, alors les ventes, non, on va dire, les vendeurs, ils font souvent des high estimation, medium estimation, low estimation, en fait, sur les ventes à l'international. Et en fait, ils ont fait des ventes au médium. D'accord. Voilà. Parce que le film, il n'est pas sorti partout dans le monde. Là, maintenant, il est sorti dans tous les principaux territoires. Ouais. Et il n'est jamais sur une plateforme. Il n'y a pas de plateforme. Il a été sur, par exemple, il a été sur HBO aux États-Unis. D'accord. Parce que leur chaîne des droits est différente de celle de la France, plus rapide, etc. Donc, non, il est sorti. Je crois que là, à Londres, il a dû sortir sur un streamer aussi. Voilà. D'accord. Je suis pas trop. Bon. C'est juste pour essayer de comprendre un peu le parcours et ce qui peut être déterminant pour essayer de éventuellement tirer des leçons, même si chaque film est un prototype. Est-ce qu'il y a des solutions propres à Flow, des solutions que tu as trouvées, que vous avez trouvées, puisque c'est une coproduction donc avec la Lettonie, avec la Belgique. Est-ce qu'il y a des solutions propres à Flow qu'on peut dupliquer? Le film a eu un budget très réduit, 3,5 millions, c'est à peu près 2 fois moins que le budget moyen d'un long métrage en France. Est-ce que à l'heure où beaucoup de productions ont du mal à se monter, où la filière rencontre beaucoup de difficultés financières, est-ce qu'il y a des solutions qu'on peut trouver, qu'on peut reproduire ou dont on peut s'inspirer? Moi, je pense qu'un des grands marqueurs de Flow, c'est que je me suis retrouvé pour la première fois avec un jeune réalisateur, qui, il n'a pas fait d'études. Il a appris, je crois que Away avait été fait sur Maya ou 3DS. Enfin, et pareil, en musique, sur Away, il avait tout fait. Et il a fait aussi la musique et il a appris tout seul le Pro Tools, comment utiliser Pro Tools, à la fois pour le sound design et aussi pour composer la musique. En fait, je pense que là, en ce moment, avec la démocratisation des outils de fabrication, le statut des auteurs change complètement. On n'est plus dans une approche pyramidale où on a le réalisateur en haut qu'on protège, qui a des assistants, des ceci, des cela, et on descend comme ça. Là, on est beaucoup plus dans une approche horizontale. C'est-à-dire que Gin sait tout faire. Voilà. Pour Flow, il a vu qu'un patch de Blender qui s'appelle Eevee lui permettait de faire quelque chose dont il avait besoin pour ce film. Il a appris Blender. Voilà, c'est pas compliqué pour lui. Enfin, il a appris il a lu les bouquins pour écrire les scénarios, etc. Et en fait, donc, il maîtrise toute la fabrication. Donc, il s'est entraîné tout seul, il a fait Away tout seul. Et après, il a eu besoin de partager, mais aussi d'apprendre des autres. Donc, c'est un effet un peu de porosité. Et donc, c'était pas gagné, hein, parce que c'est un personnage qui est très solitaire à la base, mais qui avait besoin et envie de s'ouvrir, parce que quand il a fait la promotion de Away dans les festivals, il a rencontré des gens, et a discuté avec des gens lui ont dit qu'ils aimaient son travail, etc. Donc, à un moment, il s'est plus projeté vers les autres, et pour ça, c'est le sujet de Flow. Et d'ailleurs, c'est le seul réalisateur jusque-là que je connaisse dans sa note d'intention qui écrit que 20% des intentions qu'on va voir dans le film. C'est-à-dire qu'en fait, l'intention, la note d'intention qu'on doit toujours écrire pour les dossiers de subvention indiquait quasiment que voilà, moi j'ai réalisé un film tout seul, maintenant j'ai envie de travailler en équipe. Et c'est un peu le reflet du film. Enfin bon, c'était intéressant, mais quand on voit le film, après on s'aperçoit j'ai même découvert des choses très très tardivement, quoi. On a beaucoup échangé, voilà. Mais voilà, je pense que c'est cette posture principalement, ce statut du réalisateur qui change, et nous, les producteurs, on doit en tenir compte. Voilà, aujourd'hui, les réalisateurs peuvent avoir beaucoup plus d'autonomie et peuvent discuter avec des techniciens de manière très poussée. Le fait qu'ils connaissent Pro Tools a permis aussi d'avoir une connaissance assez précise du son qu'ils voulaient, d'échanger avec le sound designer, d'ailleurs, qui est le sound designer de Dupontel, hein, vraiment. Donc, il y a pareil, une porosité. Là, tout d'un coup, on a des personnes, a priori, du film de prise de vue réelle, qui s'intéressent au travail de l'animation. Donc, c'est quelque chose, c'est très, très sain ce qui s'est passé. Alors, on va revenir sur les enjeux d'écriture visuelle
et scénaristique. Mais est-ce que tu peux nous raconter un peu comment s'est passée la production, à quel moment toi tu es arrivé dans le film, comment ça évolue? Tu dis que Gins, que tu as découvert des choses jusqu'à la fin. Est-ce qu'il a rajouté des choses dans le film, des scènes ou des éléments qui n'étaient pas de... Alors, il faut dire qu'il n'y a pas de storyboard. Bon, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce mode de travail, mode de production? Bon, moi, comment je l'ai rencontré? En fait, j'essaye de faire de mon boulot, c'est-à-dire d'essayer de trouver les talents. Il y en a qui viennent vers moi, d'autres je vais vers eux, etc. Et en fait, j'ai vu Away parce que je suis votant aux Oscars et il était éligible pour les ventes aux Oscars, enfin pour les ventes pour l'Oscar du long métrage d'animation. Et c'est là où je l'ai vu, et je l'ai vu sur mon ordinateur, ce qui est jamais bien, mais bon, là je pouvais pas faire autrement. Et surtout, j'ai été hypnotisé par les mouvements caméra, par l'absence de son aussi, enfin l'absence de son, de dialogue dans Away. Et c'est quelque chose qui ça m'a marqué vraiment. Et pendant l'heure et demie du film, j'ai pas fait autre chose. Alors que souvent, quand on regarde un film sur son portable, on est moins concentré. On regarde des vidéos de chat. Non, on envoie des SMS par exemple. Voilà, et donc je lui ai dit que j'étais très intéressé à potentiellement le produire, sachant qu'en plus pour moi c'était une découverte parce que c'était la 3D. J'avais jamais fait de film de 3D sauf de courts-métrages, je crois. Et voilà, et donc il m'a recontacté et puis on a avancé comme ça. On n'a rencontré quasiment aucun problème pour le financement du film. On avait quelques angoisses parce que, comme je le dis, la Lettonie c'est à côté de la Russie, c'est pas drôle, ils parlent pas beaucoup, donc les premiers échanges c'était des non-échanges pratiquement, donc il y avait des moments de silence qui étaient un peu gênants parfois. Et puis en fait après il s'est vraiment déridé, il s'est vachement ouvert, il a pris confiance aussi, et puis le travail en équipe s'est super bien passé. Enfin tout s'est parfaitement bien passé. On a eu les subventions, contrairement à Sirocco où ça a été très très dur. Je sortais d'un film très très dur sur les financements, sur la fabrication. Ouais. Et là un film qui quand même que tu vends avec un scénario de 30 pages parce qu'il n'y a pas de dialogue. En fait, on a eu tous les financements dont on avait besoin, quoi. Donc ça a été super. On a pu se reposer. D'accord. Alors justement, tu es crédité au scénario, ainsi que le producteur belge, je crois, non, ou letton. Quelle direction est-ce que tu as donné? Quels ont été les enjeux d'écriture? Et encore une fois, est-ce qu'il y a des leçons à donner? Alors, Gins, il travaille d'une façon un peu particulière. Je vais lancer juste des images. Ouais. Donc, c'est quelques concept art de différents concept artistes. Gins, il travaille d'une manière un peu particulière. C'est que il fait l'animatique et il retouche le scénario. Donc, il a un scénario qui a un premier jet, qui est une idée un peu initiale. Et puis, il va écrire quelque chose. Et ça, c'est la partie qui l'emmerde le plus. C'est l'écriture. Mais très vite, en fait, il va faire l'animatique assez poussée. Et il va corriger le scénario en fonction de l'animatique. Parce que le temps de réflexion d'écriture d'un scénario ou d'une animatique, surtout quand on a fait seul l'animatique, ça prend plus de temps. Donc, il va découvrir des rythmes, il va avoir des images qui vont apparaître, etc., qui ne lui sont pas apparues au début sur l'écriture. Voilà. Donc c'est une sorte de ping-pong, surtout avec lui-même, qui se passe au début. Voilà. Et en fait, moi, si je me suis mis, pour être très honnête, au générique, c'était par rapport à des contraintes aussi de films français, etc. Bon, il y a certains auteurs qui ont besoin de beaucoup d'échanges au niveau de l'écriture, et je pense que c'est très important. C'est très important que le producteur respecte évidemment l'auteur quand il écrit, mais c'est important aussi que l'auteur comprenne que le producteur, a priori, il veut faire un bon film aussi, et a priori, s'il a choisi un auteur, c'est parce qu'il a envie de travailler avec lui. Donc, à la base, je vois pas pourquoi on irait contre l'auteur. Au contraire, il faut même le pousser davantage. C'est jamais drôle, des fois, mais voilà. Avec Gins, par contre, comme avec Céline Devaux ou certains auteurs, je suis moins actif dans cette relation.
D'autres en ont besoin un peu plus. Et là, en fait, donc, j'ai expliqué, c'était pour faciliter le fait que ça puisse être considéré comme un film français, puisqu'on a des contrats de droit français, etc. C'est un film sans dialogue, donc ça permettait aussi de gagner quelques points et d'accéder à certains financements. Mais depuis que le film est sorti, j'ai rétrocédé, j'ai dit à la SACD de payer Guinness sur mes droits d'auteur, entre guillemets, parce que j'ai pas la légitimité sur ce film-là, en l'occurrence, voilà. Donc, toi, comment concrètement tu es intervenu? Est-ce qu'il y a des choses dans le film dont tu peux dire, bah, ça c'est moi qui... Alors, très sincèrement, Away était très impressionnant formellement. Du point de vue du scénario, on pouvait avoir quelques bémols, même s'il a beaucoup plu à une partie de la critique, il y a eu un public quand même assez confidentiel. Mais est-ce qu'il y a des choses, tu as impulsé des choses dans le scénario? Non, je fais des remarques parce que, par exemple, je découvrais des choses qui étaient un peu cryptiques. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur la note d'intention. En fait, je découvrais des intentions à mesure que le film se faisait. Donc, pour moi, au début, je considérais certaines intentions comme des incohérences au début, parce qu'il manquait d'autres choses à mesure que le film avançait. Mm-hmm. Un exemple, c'est la barque qui se retrouvait en haut de l'arbre au début, quand le chat s'approche de la rivière pour aller boire. Ouais. Elle apparaissait comme ça, mais en fait, il n'y avait pas encore ce signifiant de répétition de ce dérèglement climatique. Donc, pour moi, ça apparaissait comme une incohérence, évidemment, d'avoir une barque alors que le déluge n'avait pas encore eu lieu. Voilà. Donc ce genre de choses, j'étais vigilant sur une forme de cohérence, mais tout d'un coup, au bout de la version 47 ou je ne sais pas quoi, à un moment, ça a commencé à prendre une ampleur et une logique dans les signifiants à l'intérieur voilà. D'accord. Où là, tout d'un coup, on se dit bon ben voilà, c'est un génie, voilà. Ouais. Voilà, on va pouvoir s'amuser à voir le film plusieurs fois et avoir beaucoup d'interprétations qui sont toutes cohérentes, mais qui toucheront toujours le cœur, quoi. Donc, voilà. Et sur le dénouement, j'ai cru comprendre que quand il a présenté son premier traitement, son premier script, la fin était pas du tout, était très très lapidaire, quoi. Enfin était pas encore vraiment, était encore en un work in progress, quoi. Non, il a rajouté après coup, il a rajouté la séquence de la baleine après le générique de fin, qui n'existait pas. D'accord. Mais c'est vrai que pour le coup, alors je sais pas si il y a beaucoup d'interprétations, hein, évidemment, sur ce film. Mais en gros, l'interprétation principale à la fin du film, c'est quoi? C'est qu'en fait, après que les animaux se soient retrouvés après l'accident de la barque qui pendouille comme ça dans le vide, ils sont soulagés, mais il y a les cerfs qui débarquent tout d'un coup. Donc les cerfs, c'est quoi? C'est l'annonce de l'apocalypse, l'annonce du déluge qui arrive, et c'est pour ça que le chat part. Et en partant, il va croiser la baleine qui est en train de mourir. Il partait vers les tours, parce qu'en fait, le chat, il est toujours attiré par les tours, donc par le gros chat au début, par le mât du bateau, etc. Donc c'est l'endroit où il peut s'isoler et se protéger. Et en plus, c'est le lieu où on peut aller dans un autre monde. Donc en fait, il va croiser cette baleine et qui est en train de mourir, et donc lui, il essaye d'éviter le niveau de l'eau, mais en fait, il voit la baleine qui manque d'eau aussi. Et donc tout d'un coup, il comprend un peu une sorte qu'il peut pas tout le temps s'échapper, etc. Donc il s'arrête et ses amis viennent le rejoindre, et quand il se regarde lui dans l'eau, parce qu'il y a beaucoup de séquences, évidemment, vous l'avez remarqué, de flaques d'eau, à chaque fois qu'il se regarde jusque-là dans une flaque d'eau et encore là, l'eau tremble, donc ça veut dire qu'il n'est pas aussi centré sur lui, il est seul, il n'est pas centré, etc. Et les autres animaux viennent se rapprocher de lui, et là, à nouveau, on voit l'eau, mais l'eau se calme. Et après, on a le générique. Et après, on voit la baleine. Mais ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a eu un autre déluge et que les animaux sont morts. Enfin, en tout cas,
sont allés dans un autre monde, mais que la baleine a survécu. Donc voilà, c'était une fin qui était en partie claire, mais pas aboutie comme elle se doit. C'est un peu comme la fin de Away. Pour ceux qui ont vu ou qui regarderont Away, la fin est un peu cryptique et justement aussi il joue beaucoup là-dessus. Ouais. Et c'est l'idée aussi du recommencement des cycles de la vie. Ouais, voilà. Ouais. Mais alors, la leçon, ça serait quoi? C'est qu'il faut laisser les auteurs s'exprimer, en fait. Oui. Ouais. Je sais pas si non, je mais dis, je sais déjà, pas, si moi, il y a des producteurs. Si je dis le contraire, j'irai pas jusqu'à là-bas. Non, mais il y a des fois où tu donnes des directions, Ron. Oui, non. Moi, j'essaie, en fait, dans ma relation avec l'auteur, en fait, quand je lis un scénario, je me fais mon film. Ouais. Et si mon film me plaît, eh ben, j'ai envie de voir l'auteur pour échanger. Et c'est pas toujours le même film. Donc, ce qui est intéressant, c'est de provoquer aussi l'auteur, de voir si ses intentions sont suffisamment fortes pour lui, plus fortes que le film que je me suis fait. Moi, si il me présente un film plus intéressant que celui que je me suis fait, tant mieux. Si en échangeant, je m'aperçois que mon film il est mieux, je vais lui proposer, je vais lui poser des questions, etc. Donc je vais essayer de faire avancer le truc. Des fois ça marche, des fois ça marche Comment pas. tu sais que ton film il sera mieux? J'ai pas dit qu'il était mieux, c'est dans l'échange justement. Ouais. C'est dans la capacité à écouter l'autre, Ouais. à voir si son intention est suffisamment forte. D'accord. Lui poser des questions pour voir s'il a pensé à ces questions, les questions que je me suis posées en me faisant mon film. Et s'il y a pensé et qu'il a trouvé des réponses, génial, on passe à autre chose. S'il n'y a pas pensé, mais qu'il réagit, et la façon dont il réagit va faire qu'on peut aller encore plus loin ou non. Voilà, c'est pas nécessairement suivre ce que je fais. J'ai fait cette erreur au début, je vais être très honnête, parce que j'étais réalisateur aussi au début, et avec les premiers réalisateurs, surtout en prise de vue réelle avec lesquels je travaillais, je leur disais, ouais, ton scénario, il est bien, il faut que tu fasses comme ci, comme ça. Donc, je leur disais, en quelque sorte, de faire mon film. Et puis, un jour, j'ai un réalisateur qui m'a dit, mais c'est mon film. Et là, j'ai compris que, en fait, j'étais pas bien positionné, quoi. D'accord. Voilà. Mais ça veut pas dire que ça marche chaque fois. Voilà. Justement, ça serait trop drôle. Et alors, sur les enjeux d'écriture visuelle, donc effectivement, Gins, enfin tu vas nous raconter comment Gins Zilbalodistrai, mais donc il travaille pas avec un storyboard et il cadre, il positionne sa caméra, et il cadre dans un décor en 3D. Comme on le ferait dans un décor réel. Donc cette méthode est-ce qu'elle est permise par un logiciel spécifique, en l'occurrence c'est Blender qui a été utilisé, logiciel libre, ou est-ce que c'est une méthode de la 3D, et qu'est-ce qui fait que là elle est si bien utilisée? En fait, comme je disais, il a été intéressé par le patch Eevee de Blender, qui permet. Blender, c'est un logiciel en temps réel, rendu en temps réel, et en fait, qui vient du jeu vidéo. Voilà, et pour lui, c'est ce qu'il lui fallait pour gagner du temps, parce qu'il y a des étapes qu'on a supprimées grâce au temps réel, et en fait, ça lui permettait de gérer aussi des séquences très longues. Parce qu'en fait, on se retrouve quand même. Je crois qu'il y a des séquences de 8 minutes, des plans de 8 minutes. Voilà, donc ça prend à la base beaucoup de temps de calcul, mais depuis qu'il y a Unreal, Blender, etc., ça permet de gagner beaucoup de temps sur la fabrication, quoi. Voilà. D'accord. Donc des gains aussi, donc la possibilité aussi pour les auteurs de pouvoir faire des films moins chers, parce qu'on voit bien que de toute façon aujourd'hui, l'argent de la culture va aller aux militaires ou au social, et encore. Enfin, les ressources s'assèchent pour s'exprimer. Donc, à un moment donné, il va falloir aussi trouver des solutions pour continuer à faire des films pour moins cher. Ouais. Et l'absence de storyboard, c'est quelque chose que tu penses qu'on pourrait généraliser, ou c'est propre à ce film, et propre à Gins Zilbalodistrai? Nous, on a eu des financements sans storyboard. Là, sur le nouveau film de Gins, on a des subventions avec des animatiques qui ne sont pas terminées. Bon, l'avance sur recette ne nous l'a pas donné, c'est un peu dommage, alors qu'on avait un dossier intéressant.
Mais on va le représenter. Mais voilà, ce qu'on donne, aujourd'hui, on essaie d'expliquer que Gins aussi... Enfin, on a 2 films, on a Away et Flow, pour montrer que la démarche qu'il a est peu conventionnelle, mais qu'elle fonctionne a priori. Voilà, donc c'est aussi une question d'ouvrir ses chakras sur voilà, comment les auteurs peuvent travailler. C'est à la fois le rôle du producteur de comprendre ça, parce qu'il n'y a aucun intérêt à proposer à un réalisateur un pipeline qui va à l'encontre de ce qu'il sait faire. Voilà, on ne va pas commencer à foutre la merde dans la tête d'un auteur en lui disant, ben voilà, nous, notre principe, c'est voilà, comment tu travailles, explique-nous, et après on va voir combien on peut trouver, combien on a, et en fonction, on s'adapte. D'accord. Voilà, on ne va pas commencer à lui dire, on a un super pipeline et tout le monde doit rentrer là-dedans. Et c'est l'inverse d'ailleurs des studios aussi. Voilà, oui. Voilà. En gros, les longs métrages d'animation européens, c'est l'équivalent des courts métrages au niveau de la création par rapport aux longs métrages américains, quoi. Ouais. Et si vous aviez eu plus de sous, vous auriez fait quoi en fait? Est-ce que le film aurait été meilleur? Enfin, c'est difficile à dire. Non, parce qu'il est déjà 75 fois plus cher que voilà, qui a coûté 40 000 euros. Il est 2 fois moins cher que celui qu'on est en train de faire. Et il est quand même 60 fois moins cher que Vice Versa 2. D'accord. Voilà, donc on a quand même 197 millions de différence au niveau du film le plus cher aux Golden Globe ou aux Oscars. Et nous, quoi. Ça fait quelques croquettes. C'est à plusieurs niveaux que ce film a cassé les barrières. Ce premier film européen a gagné un Oscar à ce montant-là. Enfin, voilà, Alors, justement, tu me tends une perche. Gins Zilbalodis a dit aux Oscars « J'espère que cela ouvrira les portes aux réalisateurs de films d'animation indépendants à travers le monde. » Guillermo del Toro avait dit sur les réseaux sociaux qu'il voyait ni plus ni moins que le futur de l'animation. On connaît là son sens de la modération. Au Cartoon Movie, tu as dit qu'il s'agissait d'une pierre blanche, que cet Oscar pour l'animation indépendante. En quoi est-ce le cas, selon toi? Je crois que Oui, tu l'as déjà dit. Voilà, enfin, quand on voit ce film, la façon dont on est immergé dans ce film, à proximité de l'action, c'est pas du voyeurisme, mais c'est comme si on était vraiment dans un point de vue, c'est-à-dire on vivait l'action aussi. Donc en fait, on est à proximité de personnages aussi qui se débattent par rapport à quelque chose qui les dépasse. Je crois que c'est un peu le sujet de notre société aujourd'hui, quoi. Voilà, on comprend pas trop ce qui se passe parce que ça va dans tous les sens, mais ça va pas très bien. Voilà, ça va dans le même sens partout, quoi. C'est-à-dire pas très bien. On est tous dans la même embarcation dans le même bateau, de fortune. Voilà. Alors tu parlais du projet que tu étais en train de faire. Tu parles d'un film avec Gins Zilbalodis. Est-ce que tu peux nous en parler? Et est-ce que... Pas trop. D'accord, merci. Est-ce que en tout cas, est-ce que puisque c'est le sujet de notre conversation, est-ce que les méthodes que vous avez, alors il n'y a pas de manuel, mais j'imagine, mais est-ce que vous allez reproduire un peu les mêmes ingrédients, enfin vous reprendre les mêmes ingrédients qui ont fait le succès de Flow? Avec Gins ou sur d'autres projets sur lesquels tu pourrais travailler? Avec Gins, oui, c'est ce que je disais. C'est pas aller contre non seulement une formule qui gagne, mais en plus une formule qui fonde aussi Gins. Voilà, donc Gins, il s'est créé son écosystème. Il a son studio à Riga. Donc il s'est créé une bulle de protection. Il travaille avec des concept artistes à nouveau. En parallèle de l'animatique qu'il est en train de faire. Il vient de recevoir 2 millions du CNC Letton pour son nouveau film. Wow. Il y a des très grands distributeurs américains qui veulent avoir son prochain film. Et voilà, il a plus besoin vraiment il a même plus besoin de nous, quoi, d'une certaine manière. D'accord. Il arrive à faire un film à 3,5 millions. Avec 2 millions du CNC Letton plus 2 ou 3 aides, il fait un film à 3,5 millions aussi à nouveau. Ouais. Voilà. Donc nous, on est très honorés, évidemment, qu'il ait
qu'il ait voulu continuer à travailler avec nous, parce que ça veut dire qu'il a été rassuré, qu'il a eu confiance en nous, et voilà. Donc, Mais du coup, ça va être un peu les mêmes méthodes de oui, fabrication. sauf peut-être que là, il y aura un peu d'autres exigences de certaines personnes aussi. Hein. On sait qu'il y a une inflation qui s'opère naturellement. Ouais. Le but du jeu, c'est pas de faire un film à 200 millions, de garder une simplicité dans le nombre de personnes qui constituent l'équipe. Voilà, c'est vraiment de rester... Et sur d'autres projets? Et sur d'autres projets, non, c'est en fonction des auteurs. Moi, je viens de la 2D principalement. C'était mon premier film en 3D. Jusque-là, en fait, on est très vite catégorisé. Hein. C'est-à-dire qu'à l'époque, avant de faire du long métrage, je ne recevais pas de projet de long métrage. Puis j'ai fait tout en haut du monde, et après j'ai commencé à recevoir des projets de long métrage. Ouais. Et c'était des projets en 2D. Puisque j'ai une image de producteur de film en 2D. Et c'est moi qui ai fait la démarche d'aller voir Gins, parce que je voulais travailler avec lui, et que moi, la question de la technique, c'est pas la priorité. C'est d'abord l'histoire, ensuite c'est le graphisme, ensuite on voit comment on fait, et puis on essaye de se démerder. Je savais pas que son premier film, je savais qu'il avait fait son premier film tout seul, mais je savais pas qu'il l'avait fait pour 40 000 €. Donc c'était pas du tout une approche mercantile de ma part de faire un long métrage pour 100 000 €, un truc comme ça, quoi. Donc c'était avant tout parce que j'avais été hypnotisé. Donc voilà, là on est en train de finir on finalise le budget d'un long métrage en coproduction avec le Brésil. Donc on a trouvé tout le financement en France. Les Brésiliens, beaucoup moins, donc c'est un peu chiant. Mais c'est un très très beau premier long métrage auquel on croit beaucoup. On a le deuxième film de Gins. On a un projet colombien qui s'appelle Mi Papa El Camión. On a potentiellement une coproduction avec l'Arménie. Et puis on a d'autres films. Voilà. Mais je le répète, hein, on a la chance d'être dans un métier qui n'est pas roboratif, qui n'arrête pas de changer, où on rencontre plein de gens différents, de métiers différents, qui racontent des histoires différentes, où il faut s'adapter aussi nous, enfin, où il faut échanger aussi pour comprendre ce que veut dire l'autre, comment veut faire l'autre, etc. Parce qu'en fait, un producteur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va défendre une vision aussi, donc c'est un représentant placier en quelque sorte, quoi. On va aller voir les subventions, et si on commence à raconter n'importe quoi, à être à l'opposé du discours du réalisateur, c'est un peu gênant, quoi. Donc il faut comprendre ce qu'il veut dire vraiment et comment il veut le fabriquer, quoi. Alors j'ai d'autres questions, mais j'imagine qu'il y a plein de questions dans la salle. Est-ce que Philippe, tu peux... Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il n'y a pas de questions? Ah bon. Ça va venir. Ils sont timides? Non? Ah, voilà. Bonjour. Juste, est-ce qu'on peut lire le scénario de Flo quelque part? Je pense qu'il doit se trouver peut-être sur le site, sur le comment dire, l'adresse Facebook du réalisateur. À un moment, il l'avait mis en ligne pendant les Oscars. D'accord. Merci. Donc il s'y trouve. Il se trouve peut-être au CNC aussi, dans des scénariothèques ou ce genre de choses. Voilà. Sur le site du distributeur, il n'y a pas une note d'intention. Moi, j'avais reçu un truc assez Bon, il faudrait regarder aussi sur le site du distributeur. UFO. UFO, voilà. Merci. D'autres questions? Ah, ben voilà. Bonjour. Alors en ce moment, donc, comme Flo, il y a plein de projets d'animation indépendante qui se lancent et c'est passionnant. Si par exemple c'est un domaine qui nous intéresse beaucoup et qu'on veut chercher à travailler là-dedans, où est-ce qu'on peut se tourner? Quels sont les meilleurs endroits pour en entendre parler et pour voir s'il y a des... C'est-à-dire en fait? J'ai pas compris. Par exemple, si on veut travailler, si ça nous intéresse de travailler pour des projets d'animation indépendants comme ça, où est-ce qu'on peut en entendre parler? En tant qu'animateur, c'est ça? Animateur, storyboarder, tout ça. Déjà, il faut envoyer son CV à tous les studios et toutes les boîtes de prod d'animation. C'est fait. Il faut se tenir au courant des projets qui sont en cours. Et ça, c'est important parce que ça permet de cibler ses compétences sur un projet sur lequel on peut travailler. Donc ça, c'est très très important de faire une veille. Donc c'est bien d'être là justement
pour voir un peu les projets qui vont arriver. Après, évidemment, il faut essayer de fonctionner par goût, parce que je pense qu'évidemment, quand on est impliqué émotionnellement dans un projet ou visuellement, artistiquement, je pense on peut proposer des plus belles choses, quoi. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Je ne sais pas, s'il y a des revues, par exemple, qui sont spécialisées, que vous recommandez, à part Bling Blanc. Une revue, à part Bling Blanc. Non, mais il faut aller à Annecy, il faut aller à Annecy, ouais. Voilà, faut aller dans les festivals, faut aller à Rennes, faut se tenir au... Voilà, bon, allez-y, les noms, il y a plein d'endroits. Ouais. En fait, voilà, il faut faire une veille. Ouais. Voilà. Ouais. Ok, merci. D'autres questions? Oui, pardon, j'en profite pour récupérer le micro. Du coup, j'avais une question, c'était par rapport à l'immersion. Je trouve que c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans la description de ce film et dans le fait que ça a été apprécié. Et ma question, c'est est-ce que vous pensez que c'est... Moi, quand j'ai vu le film, j'ai eu un peu ce même sentiment que le jeu vidéo, l'immersion dans un jeu vidéo. Et est-ce que vous pensez que, justement, cette immersion qui a été unanime a été ressentie grâce à cet aspect un peu jeu vidéo, découverte d'univers et autres? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça quand vous allez au cinéma. Vous allez voir un film, surtout d'un film d'animation, mais ça existe aussi sur les films live. Vous allez voir un film, et puis à un moment donné, vous vous dites « Ah, l'image, elle est super », et puis au bout de 10 minutes, un quart d'heure, c'est « Tiens, ça me raconte quoi ?» Et puis tout d'un coup, vous vous emmerdez, quoi. Alors que si le scénario est bon, et vous n'aimez pas nécessairement la technique, vous allez oublier la technique parce que vous allez être porté par cette histoire. Moi, ça m'est arrivé, je raconte souvent cette anecdote, ça m'est arrivé à l'époque, pour ceux qui ont 50 ans et plus, d'aller voir Festen, qui était dégueulasse au niveau de l'image. Parce que c'était la première fois qu'on faisait du kinéscopage à partir de DVCam, qui est un format de merde, avec plein de pixels. Et quand je suis rentré dans la salle, en plus, pas de chance, j'étais au 2e ou au 3e rang, je me suis pris des pixels dans la gueule. Et je me suis dit, mais je vais me casser. Et en fait, je suis resté et j'ai trouvé le film incroyable. Donc c'est là où j'ai dit, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord le scénario qui nous porte. Après, c'est la technique. Donc après... ce qui est très intéressant dans Flow, c'est que ce film, il arrive aussi à un moment où on est de plus en plus hors réalité, avec les casques de réalité virtuelle, avec, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'expérience des Pokémon dans la rue, avec tout d'un coup, l'irréel rentre dans le réel. On commence à avoir une porosité, on ne sait plus trop où on est, en plus c'est aussi lié à tout ce qui se passe dans le monde, on ne sait plus trop vraiment où on est. C'est pour ça que Flow, je pense, a plu. Et donc le fait d'avoir une nature luxuriante, très réaliste, etc., avec des animaux qui n'étaient pas définis, qui est aussi lié évidemment au financement du film, parce que on a voulu que, enfin les tons nous ont demandé à rester majoritaires sur le film, donc on n'a pas pu demander plus d'argent qu'un certain montant, mais bon, c'est pas gênant. Je pense que le prochain film sera beaucoup mieux défini techniquement. Et le fait d'avoir ce décalage entre des animaux qui sont pas très bien définis, avec un hyper-réalisme à certains endroits, je pense que ça contribue aussi à la perte de repères, rajouté à la caméra immersive. Voilà, je pense que ça a fait aussi que les gens ont très vite oublié qu'il n'y avait pas de dialogue dans ce film, quoi. Voilà. Si je peux me permettre, moi j'ai eu la même réflexion que vous quand j'ai interviewé Gins, et je lui ai demandé si ses inspirations étaient vidéoludiques, et pas du tout en fait. De ce qu'il m'a dit, ses inspirations sont justement d'un cinéma immersif avec des mises en scène, avec des plans séquences, et mises en scène avec des plans séquences. Lui, il cite Cuarón, il cite Kurosawa, il cite Tarkovsky, il cite pas GTA ou voilà. Mais je suis d'accord. Je pense que c'est l'image. C'est ou oui. Voilà. Je pense que oui. Pardon. D'autres questions. Georges Sifianos. Je m'en pose. Ok, deux questions. La première, c'est, en général, si je ne me trompe pas, les films se construisent autour des attentes.
on crée des attentes et le récit avance de cette manière. Si je ne me trompe pas, dans ces films, c'est plutôt il avance avec des surprises. D'une surprise, on rebondit sur une autre, etc. Est-ce que tu peux avoir un commentaire là-dessus? Juste, et la deuxième question. Alors, tu me poseras la question après, parce que je vais oublier. D'accord. Me connaissant. Alors, si vous regardez la structure du film, plus précisément, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est une suite de courts-métrages, avec résolution à la fin, donc avec chute, puis un moment de calme, et puis après, un autre. Donc, en fait, le film est vraiment construit comme ça. Alors c'est très intéressant parce que je vous ai dit qu'il avait lu des bouquins sur l'écriture scénaristique, des bouquins américains, mais on voit bien il a complètement digéré ça et il a refait un type d'écriture. Parce que souvent, en fait, dans les écritures scénaristiques, on dit il y a un premier climax assez fort pour choper les gens. C'est effectivement le cas avec le déluge. Et puis après, il y a des petits climax, mais ce n'est pas non plus des petits climax aussi, mais c'est des climax qui se terminent, qui font une boucle. Mais il y a une boucle qui continue, qui évolue avec une narration plus générale au-dessus. Voilà. Donc il y a effectivement plusieurs niveaux d'histoire et de lecture d'ailleurs aussi sur le projet. J'ai eu l'impression que le récit était construit avec des surprises. Par exemple, au début, on voit quelque chose, je ne me souviens plus exactement, d'un coup, il y a des flots d'eau qui arrivent. On n'était pas préparé vraiment à ce point pour voir les déluges. Donc, on gère le déluge. Ensuite, il y a quelque chose d'autre. Et ensuite, quelque chose d'autre encore. Voilà, c'est un peu ça. Je crois qu'il prend un peu le contre-pied des attentes traditionnellement utilisées. Oui, enfin, après, c'est aussi, mine de rien, un film très réaliste. C'est-à-dire, à un moment, quand il y a un déluge, on s'accroche à une branche, on répond effectivement à ça. C'est un film de surprise parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer à chaque fois, mais il y a toujours des mises en danger qui sont importantes. Donc comment on réagit et le fait que ça soit un film non anthropomorphisé, mais en même temps avec des animaux qui sont très humanisés dans leurs sentiments premiers. Par exemple, Capybara, c'est un humaniste. Ouais. Il va sauver les autres, etc. Et on construit son personnage comme ça. Et si vous regardez, d'ailleurs, ce qui est horrible, c'est que le Capybara, c'est le dernier animal qui se retrouve sur le bateau qui s'apprête à chuter, ce qui est une injustice horrible d'avoir un mec qui sauve tout le monde et puis finalement tout le monde le laisse sur le bateau qui s'apprête à s'écouler et en plus il sauve encore le chat qui se casse la gueule et qui s'apprête à tomber. Donc en fait il y a effectivement on pourrait gloser pendant des heures sur ce film. Il y a à la fois dans les messages cachés mais effectivement dans la structure, dans les surprises, etc. C'est une mine d'or. Est-ce que la deuxième question peut être très rapide? Oui, je pense que la réponse... qu'on n'a plus beaucoup de temps là. D'accord. Il y a d'autres questions. C'est simplement comment un producteur arrive à gérer 3 longs métrages simultanément. Quel type d'organisation? Bien sûr, délégué, mais justement, cette expérience me titille beaucoup. 3 longs métrages, c'est ça? Oui, tu as annoncé que non, tu... Mais ils sont pas en production. Non, j'ai eu un peu un rythme de croisière à un moment donné où je me suis retrouvé à avoir un long métrage pendant 3 ans à Annecy. Ça a été assez intensif. Là, normalement, je vais avoir 2 films qui devraient se terminer, qui n'ont pas encore commencé, qui devraient se terminer en 2028. Mais là, j'ai une période où je travaille sur d'autres projets. Enfin, je m'ennuie pas. Voilà. Alors, je crois qu'il y a plus de questions. Si, il y en avait Philippe. Dernière, mais c'est la toute dernière. Alors, c'est vraiment la dernière. Sinon... Faut qu'elle soit mortelle. Voilà. Ok, je choisis la tienne parce qu'elle est un peu plus percutante. Non, c'est tout simple en fait. Quelle a été la durée du développement et de la production de ce projet? Tout simple. On pourra en poser une autre question après. Alors. Okay. Non, parce qu'il y a... Alors, ça a duré un peu plus de 4 ans. Tout a duré un peu plus de 4 ans. Sirocco a duré 10 ans. 10 ans de recherche de financement et de fabrication, avec beaucoup plus de temps pour la recherche de financement, ce que j'ai eu du mal à comprendre parce que c'est pas un mauvais film. Mais avec Flo, c'est ce que j'ai dit précédemment, tout s'est tellement merveilleusement bien passé, alors que c'est un anti-film à la base. Voilà. Donc, comme quoi, c'est comme The Artist, il y a une filiation comme ça de films qu'on va qualifier d'improbables, alors qu'au contraire, il faudrait plus les encourager et sortir des modèles classiques. Et c'est aussi pour ça que Flo est une opportunité au niveau des récits
et au niveau de la fabrication importante pour l'Europe, quoi. Je crois que ça sera le mot de la fin pour ne pas il y a une question à la trop retarder. Mais oui, mais dis donc, il y a Florence Miail et Pierre-Luc Grandjean après. Viens, quand même. Florence. Hein? Alors, Philippe va s'énerver en plus. Oula. Merci. Vous pourrez peut-être poser les questions à Ron qui est là. Dans le coin, tu restes dans le coin. Voilà, et qu'on peut applaudir parce que chapeau. Merci beaucoup.